Bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent pour la suite de cette soirée spéciale Mediapart consacrée à la France face au terrorisme, un an après les attaques contre Charlie, pour laquelle je viens d'être rejoint par Karine Fouteau, journaliste à Mediapart. Ça. Et on va regarder ensemble un extrait que vous allez reconnaître. Cette révision de la Constitution doit s'accompagner d'autres mesures. Il en va de la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre quelqu'un apatride. Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Je dis bien même s'il est né français, dès lors qu'il bénéficie d'une autre nationalité. La phrase du président de la République prononcée donc le 16 novembre dernier, 3 jours après les attentats ayant touché Paris et Saint-Denis devant le Congrès réuni à Versailles, une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre depuis et sur laquelle on va revenir en compagnie de Patrick Veil. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste notamment des questions d'immigration et de citoyenneté. Vous aviez été aussi membre de la commission Stasi de 2003 sur l'application du principe de laïcité et vous avez fait paraître quelques mois après les attentats de janvier, un ouvrage intitulé « Le sens de la République ». C'était paru chez Grasset. Je vais être obligé de lire le sous-titre parce qu'il est assez long. Les réponses aux questions que tout le monde se pose sur l'immigration, l'identité nationale, la laïcité, le religieux, les discriminations, les frontières. Rien que ça, heureusement, on va avoir une quarantaine de minutes pour en parler. Mais avant peut-être d'aborder cela, je voulais revenir. Moi, j'avais lu quelques jours avant je crois que c'était le Conseil des ministres du 23 décembre où François Hollande a confirmé l'inscription de cette déchéance de nationalité dans la réforme constitutionnelle à venir, qu'il y avait renoncé, et notamment après vous avoir vu. Bon, apparemment, alors est-ce que cette discussion a eu lieu? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Et pourquoi est-ce qu'il ne vous a pas entendu? Puisqu'apparemment, il ne vous a pas entendu. Je l'ai vu, oui, et je lui ai dit tout ce que je dis publiquement depuis quelques semaines sur le fait qu'inscrire dans la Constitution une différence entre Français, selon qu'ils soient binationaux ou qu'ils ne le soient pas, est contraire à toute la tradition républicaine, est contraire à l'article 1er de la Constitution qui déclare que la République est indivisible et qu'elle assure l'égalité de tous les Français devant la loi sans distinction d'origine, de race ou de religion. Et donc on inscrirait une distinction selon l'origine, puisque tous les binationaux ont une origine étrangère, parfois très lointaine, mais ils peuvent l'avoir. Que cela va avoir un impact, aucun impact, pour dissuader un terroriste de passer à l'attaque, puisque souvent il souhaite tuer, mais en même temps mourir en faisant le maximum de morts et en faisant la une de l'actualité du monde entier, et qu'en revanche, ça aura des effets désastreux sur la cohésion sociale, qui est la première réponse au terrorisme que l'on doit rechercher, puisque cela va entraîner, et c'est ce qui se passe depuis qu'il a lancé cette initiative, cela va entraîner que dans les cafés, dans les bureaux, dans les écoles, dans les universités, on se met à dire à certaines personnes « Et toi, et vous, vous êtes binational ?» Quelque chose que la République n'avait jamais voulu faire, puisque la binationalité existe depuis très longtemps, et que la France était le seul pays, au début du XXe siècle, avec le Royaume-Uni, à n'en avoir rien à fiche de la double nationalité. Parce que la double nationalité, elle ne dépend pas de la France. On ne peut pas d'ailleurs savoir le nombre. Quand je vois des chiffres qui sont imprimés dans des journaux 3,3 millions, ça ne veut rien dire du tout. D'abord, on compte évidemment on s'intéresse comme d'habitude qu'à la métropole. Or, il y a probablement des centaines de milliers, voire probablement des millions de Français à l'étranger qui sont binationaux. Et puis la binationalité, je le répète, ne dépend pas de nous. Quand il y a 10 ans, l'Italie a dit « tous les descendants d'émigrés italiens qui le veulent peuvent redevenir italiens ». Tout d'un coup, ça rajoute des tas de potentiels binationaux à ceux qu'on avait essayé de compter. Donc vous voyez, mais ce qui se passe, c'est qu'on a divisé le pays
entre ceux qui n'ont qu'une nationalité et ceux qui en avaient deux, et jusqu'à présent, on s'en fichait. Alors justement, Valls dit, là, ces derniers temps, que cette mesure, en réalité, historiquement, n'a pas, cette mesure de la déchéance de la nationalité, à viser au départ les royalistes, à viser au départ les esclavagistes, et que c'est pour ça que ce serait une bonne mesure. Donc en fait, il lui-même l'a réinscrit dans un parcours historique pour expliquer à quel point ce serait une mesure, au contraire, d'égalité, d'unité nationale. Qu'est-ce que vous répondez à des propos de ce type? Il a parlé des esclavagistes. Oui, des esclavagistes. J'ajoute les royalistes, parce qu'effectivement, la Constitution... Et c'est moi-même qui, dans un ouvrage, dans un article d'Esprit, je ne me souviens plus de la date, avait découvert le décret, la seconde abolition de l'esclavage, puisque nous avons dû nous y prendre 2 fois pour l'abolir, puisque Napoléon l'avait rétabli. Schœlcher a fait inscrire une disposition qu'un de mes collègues, Pierre Cernat, vient de découvrir que ça existait déjà au moment de la première abolition. Donc dès 1794, on avait décidé de déclarer le trafic d'esclaves et la possession de nouveaux esclaves. La République avait décidé de dire que c'était un crime de lèse-humanité. Donc c'était la première fois qu'en droit occidental, le crime contre l'humanité se trouvait affecté d'une punition spéciale, qui était la déchéance. Alors d'abord, il faut dire que cette déchéance est établie en 1848, elle provoque beaucoup de réactions contre la patridie. On y reviendra. Et je dirais que depuis 1848, les droits de l'homme ont progressé et la lutte contre la patridie aussi. Donc je ne suis pas sûr que les mêmes qui ont proposé cette mesure en 1848 la proposeraient aujourd'hui. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il est certes arrivé que la République prenne dans des circonstances exceptionnelles des mesures, je dirais, extra-légales, non conformes à notre droit, au droit républicain. Par exemple, en 1884, il y a un amendement aux lois constitutionnelles de la Troisième République qui dit le régime républicain ne pourra pas faire l'objet d'un amendement. C'est-à-dire, et c'est toujours d'ailleurs le seul article de la Constitution de la Ve République qui est interdit d'amendement. Alors les royalistes, vous en parliez, se lèvent et disent mais vous venez de faire voter toutes les lois sur la liberté de la presse, la liberté d'expression, etc., et vous nous empêchez de prendre la parole à l'Assemblée pour proposer nos idées, même si elles ne passent pas. Oui, mais c'était une façon d'éliminer une cause de division. Et l'esclavage était considéré comme une cause de profonde division entre des citoyens qui étaient esclaves et qui ne l'étaient plus, et les autres. Donc c'était un moyen d'établir l'unité. Et ça s'accompagnait d'une célébration. Par exemple, pour la Troisième République. On a à ce moment-là, dans la même période, déclaré le 14 juillet fête nationale. C'est 1880, le 14 juillet. Et je vois, voyez-vous, récemment, on a procédé de la même manière sur une affaire beaucoup plus... dont on se souvient tous, le négationnisme. La première réaction de Mitterrand face au négationnisme, c'est d'établir, ça n'avait jamais été fait, le 8 mai, comme jour férié et chômé, pour célébrer la victoire contre le nazisme. Et comme c'est insuffisant, on met la loi Guessot, qui va limiter la liberté d'expression par rapport à la négation du génocide. Et je dirais que la célébration de 1848, on ne l'a que très tard avec la loi Taubira, qui célèbre l'abolition de l'esclavage, qui crée une journée spéciale, vous voyez. Et donc, je me dis aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait depuis janvier pour faire l'unité des Français, pour travailler à leur cohésion? Est-ce que cette mesure travaille à la cohésion nationale? Je viens de montrer que non. Donc ça ne peut pas s'inscrire dans cette tradition. C'est un instrument, la déchéance, qui est utilisé avec beaucoup de circonspection par la République. Il y a eu ce moment-là, pour des raisons que je viens d'indiquer, et il y a eu 1915, pour une raison, ça démarre en 1915, pourquoi? Parce qu'on est tellement libéral à l'égard de la double nationalité qu'on se trouve dans la situation suivante, des Allemands qui ont souvent fait la Légion étrangère, sont devenus Français dans la Légion,
Et au moment où la guerre se démarre, ils vont faire la guerre pour l'Allemagne. Et donc, là, il y a quand même une incompatibilité. Il y a une incompatibilité entre le fait de garder la nationalité française et d'être allemand et de faire la guerre. Bon, là, franchement, c'est là, on se dit, bon, ben, et attendez, la loi est votée en 1915, et c'est le Conseil d'État qui regarde chaque cas. Et au Conseil d'État, il y a un monsieur qui s'appelle Camille C. Il vérifie qu'à chaque fois, on évite l'apatridie. Que la personne qu'on déchoit a bien vraiment la nationalité allemande. Et il emmerde tellement le gouvernement qu'il décide de passer la loi sous la tutelle, je dirais, de la Cour de cassation, en 1917. Vous voyez. Donc il y a, voilà, je vous ai raconté quelques éléments d'histoire qui, je pense, replacent cette histoire d'aujourd'hui dans une plus longue histoire de France. Justement, pour poursuivre le travail de comparaison, puisque vous êtes historien, que dites-vous à ceux qui comparent l'activation actuelle de cette mesure d'échéance de la nationalité à la mesure qui a été prise sous le régime de Vichy et qui a vu des milliers de citoyens juifs être déchus de leur nationalité, aux côtés évidemment de résistants politiques comme De Gaulle, Cassin et d'autres? Je ne fais pas cette comparaison. Pourquoi? Je ne l'ai pas faite. Parce que, aussi bien d'ailleurs les dénaturalisations de Vichy que celles de De Gaulle étaient sur la base d'une reproduction par Vichy d'une loi nazie du 14 juillet 1933. La particularité de la dénaturalisation qui visait les Juifs, c'est qu'il n'y avait aucune cause à la dénaturalisation. Tout le monde pouvait être dénaturalisé par décision discrétionnaire et en opportunité. Il n'y avait pas de contrôle juridictionnel. Le Conseil d'État s'était déclaré incompétent. Et donc, voilà, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, quelles que soient les critiques, et je les fais fortes, et je les fais fortes, ces critiques, de ce que nous discutons aujourd'hui, il s'agirait toujours de situations individuelles, de cas prévus par la loi, de condamnation pour crime contre la nation, de soumission par une procédure juridictionnelle au Conseil d'État, de droit de la défense et de possibilité d'appel devant la juridiction. Donc ça s'inscrit dans une tradition qu'on ne peut ne pas aimer, mais qui existe dans la République depuis 1915, et ça n'a rien à voir avec Vichy. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les usages politiques de cette mesure par les responsables politiques de droite et de gauche en France? Parce qu'on sent que, par exemple, Sarkozy, pour Nicolas Sarkozy, en 2010, a tenté de faire ressurgir le débat. D'ailleurs, il a fini par renoncer en 2011 sous la pression des centristes. Voilà, on sent que c'est une mesure qui est instrumentalisée, qui sert à des intérêts qui ne sont pas toujours très clairs aux yeux des citoyens. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces usages et est-ce qu'on peut différencier des usages politiques de droite et des usages de gauche de cette mesure? De la déchéance? Oui. Écoutez, elle avait tendance à être tombée en désuétude depuis les années... Je me souviens d'un cas dans la presse, il y a quelques années, c'était une femme roumaine, je crois, qui était devenue française par déclaration. Donc un an après avoir fait sa déclaration, elle était devenue française, et le lendemain, elle avait tué son mari. Bon, donc il y avait quand même un vice dans la... Voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas, dans le fait qu'elle était devenue française que par le mariage avec ce mari qu'elle a tué. Donc là, il y a eu une déchéance. Bon, franchement, c'était des cas très exceptionnels. Bon. Et la relance de la déchéance dit quelque chose, quand même, sur la situation de notre citoyenneté, de notre... ce que je dis dans mon livre, nous ne nous sentons pas assez compatriotes. Il y a une partie des Français qui considèrent qu'ils ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi. Et souvent, ils votent Front National. Et une autre partie qui se dit « Moi, je suis français en droit, mais on ne me reconnaît pas comme tel. » Et ça s'explique en partie pour la raison suivante, c'est que nous sommes le plus vieux pays d'immigration d'Europe. Les immigrés qui sont venus à la première partie du XXe siècle sont venus d'Europe.
de pays étrangers. Les gens arrivaient, ils apprenaient la langue, les lois, puis ils se naturalisaient, leurs enfants étaient français. Et puis après la guerre, les gouvernements successifs ont fait venir beaucoup de migrants, souvent de nos colonies ou de nos anciennes colonies. Certains d'entre eux étaient déjà même français en droit, d'autres avaient un lien avec la France par la colonisation, parlaient souvent le français, et pourtant, en métropole, on ne les reconnaissait pas comme français. On ne connaissait pas leur part dans l'histoire de France, la part de l'outre-mer, de l'Afrique, dans notre histoire, est toujours très peu connue. Et on les appelle toujours des immigrés, et on a l'impression qu'aujourd'hui, ce sont eux, ceux qui pourtant sont venus de territoires avec lesquels les liens historiques étaient parfois les plus forts. L'Algérie a été française de 1848 justement à 1962, territoire français autant que l'Alsace ou la Bretagne, et on ne la voit pas comme cela. Et ça, c'est le problème auquel nous sommes confrontés, et toutes ces propositions dont on voit l'effet catastrophique, à mon avis, sont aussi le produit du fait de la résistance, à vouloir regarder en face ce que nous sommes, notre histoire commune, la partager, nous parler, ce que le gouvernement et le président de la République n'ont pas fait assez en tout cas, depuis janvier dernier. Est-ce qu'il y a une obsession française alors sur cette question? Est-ce que dans d'autres pays, les termes du débat se posent de la même manière? Vous parlez parfois du Canada. Est-ce que les gouvernants européens ou ailleurs dans d'autres pays occidentaux ont les mêmes types de pratiques, d'usage de cette mesure de la déchéance? Alors, j'ai fait un livre sur les États-Unis. Les États-Unis ont pratiqué la déchéance massivement pour une démocratie. 150 000 au XXe siècle. Et progressivement, la Cour suprême a déclaré inconstitutionnels les différents dispositifs qui existaient, jusqu'à dire à la fin, c'est impossible, ou quasiment impossible, parce que chez nous, le citoyen, les États-Unis ont été fondés par des citoyens souverains. Chacun avait un morceau de souveraineté. Ils ont délégué au gouvernement une partie de leur pouvoir, mais certainement pas le pouvoir d'être exclu du contrat social. Et depuis, il n'y a quasiment plus d'échange. Un exemple très intéressant, le terroriste qui a mis une bombe, Tsarnaev, dans le marathon de Boston, le gouvernement américain a requis et obtenu la peine de mort, mais pas la déchéance de nationalité. Il avait été naturalisé le 11 septembre de l'année d'avant. C'était un Américain de très fraîche date. Bon. Le Canada, c'est très intéressant. Parce que le gouvernement ultra-conservateur de M. Harper a fait passer une loi qui ressemble un peu à celle que notre gouvernement souhaite faire passer, c'est-à-dire sur la déchéance des terroristes binationaux. Eh bien, le parti qui a gagné les élections, le Parti libéral, et l'autre parti qui aurait pu aussi le gagner, le Parti social-démocrate, dont j'oublie le nom canadien, ont fait campagne contre cette loi. Le nouveau Premier ministre du Canada a déclaré que tout ce qui abaissait la citoyenneté d'un de ses compatriotes abaissait la citoyenneté de tous les citoyens canadiens. Et donc, il vient de donner l'ordre à son gouvernement de préparer une loi qui sera certainement adoptée, puisque l'autre parti de gauche, le parti de gauche est pour, et qu'ils ont une large majorité ensemble au Parlement. Et j'ajoute une petite note. Ils viennent de légaliser la marijuana, ce qui va permettre d'affecter des forces de la police canadienne à d'autres tâches plus prioritaires que le contrôle de la consommation de cette substance. Voilà, donc je pense que, je l'ai dit dans une émission hier, je pense que M. Hollande et M. Valls devraient regarder vers le Canada. Mais alors, effectivement, Hollande et Valls ont quand même fait face à une certaine levée de boucliers. Hein. Ça va de l'économiste Thomas Piketty qui déclarait qu'avec ce projet de réforme, l'exécutif socialiste passait de l'incompétence à l'infamie, mais ça concerne aussi les rangs même des parlementaires socialistes. Un article, là encore, documenté sur Mediapart aujourd'hui.
Et du coup, il y a eu 2 contre-feux d'allumés. J'aimerais bien qu'on examine ces 2 contre-feux. Le premier a été de dire, bon, bah, puisqu'il ne faut pas créer de différence entre Français nationaux, enfin, ayant une seule nationalité et binationaux, on pourrait envisager la déchéance pour tous, en fait. Alors, pendant que vous parliez là au début de cet entretien d'apatridie, je précise que Manuel Valls, sur BFM TV, expliquait que lui, il était contre la déchéance pour tous. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette idée, pour ne pas créer d'inégalité, d'étendre la possibilité de déchéance? Au risque de créer des apatrides. Eh bien, on passerait d'une atteinte fondamentale à un des piliers de la République, l'égalité, à une atteinte fondamentale presque au principal des droits de l'homme. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, il y a de nombreux droits qui sont proclamés. Il n'y en a qu'un seul qui est devenu effectif. Un seul. L'abolition de l'esclavage. Plus aucun droit, plus aucune législation d'aucun pays du monde ne reconnaît plus l'esclavage. C'est une bonne chose. La conséquence qu'aucun être humain n'est plus esclave, c'est qu'il est sujet de droit. Et pour être sujet de droit, il doit avoir une nationalité. Et la communauté des nations considère que c'est, comme l'avait d'ailleurs écrit et prédit Hannah Arendt, la nationalité, c'est le droit d'avoir des droits. La communauté des Nations Unies considère ce droit d'avoir une nationalité comme si important que quand on n'en a pas, c'est-à-dire de nationalité, quand on est apatride, elle a organisé une sorte de statut qui est une sorte de compensation de l'absence de ce droit en vous permettant d'être protégé par le Haut Commissariat des réfugiés et apatrides et d'avoir des droits dans le pays où vous résidez. Donc vous avez un statut de l'apatride protégé par l'ONU. Si nous faisons des apatrides de ces condamnés, ils n'auront pas le droit au statut de l'ONU. Ce sont des apatrides non reconnus en droit. Ce sont des animaux humains qui seront en France. Une fois qu'ils auront purgé leur peine, qu'est-ce qu'ils feront? Qu'est-ce qu'ils deviendront? Rien dans notre droit n'a prévu cette situation. Inimaginable. Et l'indignité nationale, puisque c'était l'autre alternative, donc, qui vise à priver les personnes de leurs droits civiques, civils et politiques. Écoutez, si je regarde l'histoire de cette peine, elle avait été faite pour éviter de mettre en prison des collaborateurs qui étaient assez nombreux. Et donc, on a cherché à s'attaquer aux ceux qui étaient les plus actifs, et les autres ont eu une peine, ce qu'on appelle une peine infamante. Ces terroristes que l'on vise, on ne veut pas les faire sortir de prison. On veut les y mettre pour un certain temps. Bon. Moi, ce que je crains avec l'indignité, c'est qu'on l'applique bien au-delà. Une fois qu'on l'aura créé, on va l'appliquer à un voleur de portable, je sais pas. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que je me méfie d'une nouvelle peine dont l'élasticité peut s'étendre et dont je ne vois pas l'objet par rapport à des personnes qui peuvent être jugées selon le code pénal, tout à fait de façon adéquate. Mais alors, si ni la déchéance pour tous, entre guillemets, ni la peine d'indignité nationale, on entend des fois parler d'indignité républicaine, mais ça ressemble à la même chose, pour vous, c'est des fausses solutions à, de toute façon, un mauvais problème tel qu'il a été posé par François Hollande. Est-ce que quand même, sans me faire l'avocat du diable, vous qui avez le sens de la République chevillé au corps, Patrick Weil, vous ne posez pas la question de savoir si tous les hors-la-loi sont les mêmes? C'est-à-dire qu'il y a le hors-la-loi qui enfreint la législation et auquel le droit commun apporte une réponse. Est-ce qu'il n'y a pas un type de hors-la-loi qui s'est tellement mis en dehors des lois de la République, par exemple le terroriste, qu'il faut bien trouver une manière de sanctionner cette manière d'être hors la loi? Est-ce que c'est absurde de distinguer ça, même symboliquement? Alors moi, je me demandais, justement, c'est pas l'indignité nationale, c'est une indignité civique, c'est-à-dire la suppression des droits civiques, mais il faudrait vraiment que ce soit centré sur, soit précisé, que ce soit vraiment en complément d'une peine de condamnation pour atteinte
voilà, pour atteinte à la nation ou acte de terrorisme. Bon. Voilà, mais je continue de penser que l'essentiel, vous voyez, de la réponse, c'est quand même dans la cohésion de notre masse de citoyens, de 99% des citoyens qu'on doit rechercher. Parce que c'est ça qui permettra de résister au terrorisme. C'est l'unité de ce que nous sommes, à travers une meilleure connaissance de notre histoire commune, la construction de projets communs. C'est ça à quoi il faut répondre. Quand vous avez eu cet horrible massacre en Norvège, le Premier ministre norvégien a dit « nous allons répondre en continuant à être une société ouverte et libérale », parce que c'est ça qu'il voulait détruire. Et c'est ça qu'on veut détruire chez nous, c'est nous faire répondre de façon barbare à des actes barbares. Et il faut répondre par nos coutumes civilisées, d'état de droit, parce que c'est ça qui nous fera tenir face au monde et face à nous-mêmes. Alors justement, parce qu'effectivement, si la question de la déchéance de la nationalité prend comme ça en ce moment, c'est bien parce qu'effectivement, elle touche à cette question de qu'est-ce que c'est qu'être français, qu'être citoyen français. Et dans le livre dont je parlais tout à l'heure, Le sens de la République, vous défendez, vous, l'idée quand même qu'il faut réfléchir à ce qu'est l'identité de la France. Alors pas dans les termes qu'avait voulu Nicolas Sarkozy, mais pourquoi est-ce que c'est important comme ça de se saisir d'une identité française et quelle serait-elle pour vous ? Mais parce que quand Nicolas Sarkozy a lancé ce débat, je n'ai pas été de ceux qui ont dit c'est inadmissible, on n'a pas à répondre à cette question, etc. Je pense que c'est une question à laquelle on peut répondre de façon à travers le travail d'un historien, d'un sociologue, d'un anthropologue. Et moi, j'ai fait une réponse. C'est pas forcément un débat piégé. Mais écoutez, on ne va pas laisser la nation, et pourquoi pas finalement la République, à l'extrême droite. Oh, moi, j'ai fait ce travail, à la demande d'ailleurs du journal Le Monde, puis c'est devenu un livre, et puis c'est devenu un chapitre de ce livre que vous mentionnez. J'ai travaillé 6 ou 7 mois. Parce qu'on s'adressait à moi en me disant, vous avez écrit Qu'est-ce qu'un Français ? Alors parlez-nous, écrivez-nous sur les... Ben, je dis pas du tout pareil. J'ai écrit Qu'est-ce qu'un Français ? C'est l'histoire de la nationalité française. De la nationalité ne découle pas obligatoirement une identité, ça peut y contribuer. Je prends l'exemple du Canada, justement. Vous avez, entre le Québec et l'Ontario, vous avez la même citoyenneté, nationalité, mais ce n'est pas la même identité. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'identité française ? Eh bien, je dis, écoutez, on en vient d'en faire un test de ce que j'ai pu dire. Premier pilier, l'égalité. On le voit bien, la réaction de l'initiative de François Hollande. Qui rompt avec l'égalité, ça provoque des réactions qu'il n'avait pas imaginées probablement. Premier pilier de notre identité républicaine. Le deuxième, la mémoire de la Révolution. On est le seul pays qui, quand on n'est pas content, on descend dans la rue, on est connu pour ça. La langue. Est-ce qu'on connaît un autre pays où toute l'élite veut terminer dans un seul endroit ? C'est là où on fait le dictionnaire. Une fois par semaine dans l'Académie française. Il y a un rapport à la langue, à la culture qui est très particulier. Et enfin, il y a la laïcité. Eh bien, ces 4 piliers qui nous fait nous reconnaître entre nous et nous fait reconnaître par le reste du monde, ce sont des piliers dans lesquels on peut tous se rassembler. Personne n'est exclu par l'approche de l'identité nationale autour de ces 4 piliers. Alors, qui d'ailleurs ont été construits dans notre histoire en respectant toujours ou en tout cas souvent, la diversité des Français. Tout dépend quand même de ce qu'on met sous ce terme de laïcité. Vous avez été membre, je le rappelais, de la commission Stasi de 2003 qui cherchait comment appliquer le principe de laïcité. Aujourd'hui, on voit bien les affrontements entre partisans de la laïcité, défenseurs des musulmans se raidir à nouveau. Qu'est-ce que ce serait une laïcité à la fois respectueuse des traditions de la République et en même temps compatible avec ce qu'est la réalité de la pratique religieuse et de la population française aujourd'hui ? Écoutez, là, il y a un vrai problème, c'est l'emploi de ce mot de façon inadéquate. Bon. Et quand j'enseigne ce cours, que j'enseigne d'ailleurs aux États-Unis, sur le statut de la religion, je dis toujours, prenons l'exemple américain. Aux États-Unis, vous avez le droit de brûler le Coran, la Bible, c'est totalement constitutionnel. Le blasphème est autorisé. Mais si vous émettez le moindre doute sur l'existence de Dieu, vous n'avez aucune chance d'être élu dans une élection. Il y a un décalage énorme
entre le droit et les croyances sociales. Quand vous ne croyez pas en Dieu, on ne vous fait pas confiance. Je dirais qu'en France, on a un droit assez proche et des croyances sociales presque inverses. Quand vous croyez en Dieu, que certains ne vous font pas confiance. Eh bien, je pense que la question n'est pas entre laïcité ouverte ou fermée, c'est une laïcité en droit et ensuite des combats qui existent entre Français pour faire réduire ou augmenter le poids de la religion. Et ça existe dans tous les pays. Mais d'abord, vous voyez, ça c'est le reflet de notre absence de culture juridique. La laïcité, c'est une loi avec une jurisprudence du Conseil d'État qui est intervenu depuis 1905 pour des tas de conflits. Combien de fois on peut laisser les cloches sonner pour que les oreilles des athées ne soient pas réveillées à 7 h le matin pour l'appel à la messe, etc. Donc vous voyez, vous avez eu des tas de conflits sur l'interprétation de la loi qui est organisée autour d'abord du principe de la liberté individuelle de conscience, c'est ce que disait Clémenceau. Et parce qu'on veut respecter la liberté individuelle de conscience, on a séparé l'État des églises, parce que chez nous, l'État est puissant. Il était un peu aux mains, à certaines périodes, de l'Église catholique. Et puis, il y a enfin le respect de toutes les options spirituelles. Donc, voilà, dès qu'on se dit c'est du droit, et qu'ensuite il y a des conflits d'interprétation qu'on règle devant les tribunaux, et c'est banal. Ça existait tout. Ça existe. Comme moi, je passe une partie de mon année aux États-Unis, si vous voyez ce qui arrive devant la Cour suprême sur la religion, mais ici, on aurait les cheveux qui se dressaient sur la tête. Une des dernières décisions de la Cour suprême américaine, c'est de déclarer qu'un chef d'entreprise, eu égard à sa religion chrétienne, peut interdire que les femmes travaillant dans son entreprise puissent être couvertes pour la contraception et l'avortement parce que ça se les rend complices de meurtre d'enfants. Et la Cour suprême a dit OK. Donc, les employés femmes de ces entreprises devront se faire couvrir du point de vue de ces frais médicaux. En dehors, vous voyez, voilà où on en est. Donc, c'est intéressant de se comparer et de voir que sur ces sujets-là, il y a de grands affrontements qui ne sont pas uniquement qu'en France. Alors, pardon de revenir à la France, mais comment vous expliquez que la gauche, alors là je parle des partis, des citoyens, de sympathisants de gauche, électeurs de gauche, n'ait jamais été aussi divisée sur cette question de la laïcité? Pourquoi cette question de la laïcité explose tous les débats entre personnes relevant, disant de gauche? Ce que je vois, pour l'avoir expérimenté à la suite de la publication de mon livre, dans des conférences, la méconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté... Alors ceux qui crient laïcité, laïcité, comme si c'était une sorte de slogan creux, comme République, République, vous voyez, République, République, sans contenu, sans rien, laïcité, laïcité. Et puis d'autres qui disent il faut être tolérant, ouvert. Voilà. Il n'y a absolument pas une conception de ce qui... Et ça s'est révélé même au moment des horribles attentats de janvier. On a parlé de M. Koulibaly, marié avec Mme Boumedienne. Mais il n'était pas marié, selon la loi. L'un des plus grands principes de la laïcité, la première étape... Parce qu'il était marié que religieusement, pour préciser. Eh ben oui, c'est ce que j'allais dire. Vous m'avez interrompu mon flot. J'avais peur que vous aviez... Bon, c'était qu'il était... Depuis 1792, on doit aller à la mairie. Et ça, c'est un... Vous voyez, c'était même... Et ce qui est intéressant, c'est que les mêmes qui vont dire la laïcité, il faut couper les jupes, etc., ben, ils disaient ils sont mariés. Alors que franchement, s'il y a un truc sur lequel je pense qu'il y a unanimité, la joie qu'il peut y avoir de se retrouver pour un acte qu'on a décidé en privé, de se marier, et c'est le seul moment de sa vie où on convoque les autorités publiques dans la République pour célébrer un mariage dans la mairie. Vous voyez, ça, c'est des choses, mais on l'a presque même oublié. Donc c'est un problème d'ignorance, de définition, de terminologie, il y a une énorme, plus que de conception différente. Il y a une énorme déficit de connaissances qui permettraient de mieux raisonner et de résoudre des problèmes que l'on se pose et qui n'en sont pas. Je vais vous donner un exemple récent. Un ami me dit, ma femme est professeure, directrice d'école, que faire un enfant
qui veut emmener un tapis de prière dans un voyage scolaire. Je dis, combien de temps dure le voyage scolaire? 15 jours. Je dis, avant de se coucher, s'il veut faire sa prière, il a le droit de la faire. Je ne vois pas quel est le problème. Ah oui, mais je dis, mais non, la loi de 2003 n'a pas du tout, c'est l'enceinte scolaire, Voilà, les gens, s'ils pouvaient un peu raisonner en droit, je crois qu'on réglerait pas mal de problèmes. Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est avec plus de connaissances, j'entends, que plus de connaissances, plus de pragmatisme, plus de notions du fait que la laïcité est d'abord une règle juridique, aiderait à raisonner, à faire que le débat soit possible, alors qu'aujourd'hui il est quasiment impossible? Oui. Est-ce que vous pensez quand même pas qu'il y a de toute façon là une divergence malheureusement de plus en plus grande entre des gens qui pensent qu'il faut résister aux nouvelles revendications religieuses qui existent et d'autres qui disent qu'il faut s'y adapter parce que la population change? Est-ce que ça, c'est pas une vraie divergence? Non. Non, parce que je viens de lire un livre que j'ai trouvé très intéressant, par exemple, de Pierre Manant, avec qui je ne sentais pas particulièrement de proximité. Et je trouve qu'il a une approche très intéressante de cette question dans son dernier ouvrage. Je pense qu'à travers un raisonnement juste, on résout énormément de problèmes. Et je vous le dis, ça n'est pas qu'en France que ces questions se posent. Partout, sur la question des frontières entre l'espace neutre et la présence du religieux, les conflits existent toujours. C'est normal. Ce qui surprend, au fond, une partie de nos compatriotes, c'est qu'ils avaient cru que les Lumières avaient triomphé et que la religion allait par elle-même se reculer, et puis non, elle ne recule pas. Elle revient. C'est la faute des Lumières, quoi. C'est la faute peut-être de ceux qui s'en revendiquent et qui n'offrent plus suffisamment. Je pense par exemple à la gauche, qui, pour une partie d'elle-même, offre une vision de la laïcité qui est une vision policière, ou je dirais enfin comment dire, des règles, et pas l'essentiel qui est la liberté de conscience. Vous voyez, par exemple, il faut distinguer la laïcité, qui est un régime juridique, du combat pour la libération du dogme religieux. Je comprends très bien qu'on se dise pourquoi, oh là là, j'aimerais bien qu'une partie de mes compatriotes soient moins croyants. Et pour faire cela, ce n'est pas en leur interdisant de ceci, de cela, c'est en ouvrant les bibliothèques, c'est en discutant, c'est en leur proposant non pas de les affecter à leur identité religieuse en permanence, en employant le terme par exemple musulmans, mais en les appelant citoyens et en les ramenant à l'histoire de France, auquel ils font partie, en leur offrant la possibilité d'exister dans notre société et dans notre histoire autrement que par l'association à la religion. Est-ce qu'on le fait? Je ne trouve pas qu'on le fasse suffisamment. Merci beaucoup, Patrick Veil. Je renvoie les spectateurs, auditeurs, lecteurs à votre livre, Le sens de la République, avec toutes les réponses à toutes les questions qu'on se pose. C'est bien le sens du sous-titre. Quant à nous, la soirée spéciale Mediapart, la France face au terrorisme, 1 an après les attaques contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher, se poursuit dans une vingtaine de minutes avec 3 discussions. La première sur mesurer et combattre l'antisémitisme. La deuxième sur peut-on encore contrôler l'état d'urgence. Et pour finir, on se demandera si nous sommes aveugles face au djihadisme. Tout cela, ça nous emmènera à peu près jusqu'à 23h. L'offre spéciale d'abonnement à Mediapart, elle, c'est jusqu'à minuit, 25 € pour 4 mois. Rendez-vous à 20h30 précise. Merci beaucoup. Merci à vous.